Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Écrivain et théoricien du texte, Jean Ricardou, 1932 à 2016, a été une figure éminente et singulière de nos lettres contemporaines. Dans une première phase, au sein du structuralisme et du post-structuralisme, il a activement participé à plusieurs courants littéraires majeurs, nouveaux romans, nouvelles critiques, telles quelles. Dans une seconde phase, il s'est consacré à l'élaboration de la textique, nouveau domaine qu'il a inlassablement développé jusqu'à sa mort survenue accidentellement le 23 juillet 2016, à la veille du 28e séminaire qu'il devait diriger comme chaque année au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle. Si Jean Ricardou est surtout connu pour ses nombreux travaux sur le nouveau roman, on sous-estime souvent l'ambition principale qui a été la sienne, celle de construire, au-delà de la spécificité et de la diversité des œuvres et des personnalités qui constituaient le mouvement, une véritable théorie d'ensemble. Cette ambition se manifeste notamment dans Problème du nouveau roman, 1967, pour une théorie du nouveau roman, 1971, le nouveau roman, 1973, nouveau problème du roman, 1978. En outre, il a écrit lui-même des nouveaux romans, L'Observatoire de Cannes, 1961, La prise de Constantinople, 1965, Prix Fénéon, Les lieux-dits, Petit guide d'un voyage dans le livre, 1969. Il a été, par ailleurs, organisateur et directeur de plusieurs événements sur le nouveau roman. On pense évidemment au célèbre colloque qui a réuni les principaux écrivains de ce mouvement à Cerisy en 1971, et qui a été à l'origine de 2 tomes collectifs intitulés Nouveau roman, Hier, aujourd'hui, dirigé avec Françoise Van Rossum-Guyon, indispensable pour une connaissance profonde de l'histoire d'une remarquable période de la littérature. Auparavant, Ricardou avait fait partie du comité de rédaction de la revue Telle quelle, où il avait d'ailleurs publié ses premiers textes de théorie et de fiction. Mais son rôle a commencé à se marginaliser dans la revue à partir de 1965. Il devenait difficile d'être à la fois membre de Telle quelle et attaché au nouveau roman compte tenu de la nouvelle politique éditoriale de la revue qui refusait un rapprochement avec celui-ci. Cette situation a alors obligé Ricardou à démissionner de la revue, en 1971. Comme l'indique à juste titre Michel Sirvent, que Ricardou n'ait fait continuellement partie d'un seul et même groupe, que sa recherche ne se soit cantonnée à une seule sphère pratique, peut expliquer certains malentendus. Trop nouveau romancier pour les Telqueliens, trop théoricien pour les nouveaux romanciers, trop écrivain pour les poéticiens, voici comment l'on peut résumer la cause de nombreuses résistances à cette œuvre. En réalité, il a voulu embrasser simultanément la théorie et la pratique de l'écriture, 2 activités selon lui interdépendantes. Contre la séparation de la pratique et de la théorie que l'idéologie régnante encourage, voire institutionnalise, notre geste est une prise de parti. Tout écrivain nous semble devoir se risquer à la théorie et y impliquer ses textes, tout théoricien nous semble devoir se risquer à la littérature et y confronter ses études. Ainsi, il a non seulement exercé les 2 genres d'écriture, mais a aussi tenté un mixte entre théorie et fiction, principalement dans le Théâtre des Métamorphoses 1982. Dans les années 1980, son travail prend une orientation didactique. Il contribue au développement des ateliers d'écriture en France. C'est en 1985, au Collège international de philosophie, qu'il inaugure la textique, définie fermement comme une discipline ayant pour objectif l'élaboration d'une théorie unifiante de toutes les opérations de l'écriture et de toutes les structures de l'écrit. Jean Ricardou a pleinement assumé son engouement très marqué pour la théorie. Le choix d'une phrase du compositeur renommé, Pierre Boulez, comme exergue à son livre Le nouveau roman 1973, est révélateur. Les êtres les plus imaginatifs ont le sens de la théorie, parce qu'ils n'ont pas peur qu'elle bride leur imagination, au contraire. Mais les faibles redoutent la théorie et toute espèce de risque, comme les courants d'air. Cette passion de la théorie arrive à son apogée avec la textique, dont le métalangage ardu et les contraintes théoriques intransigeantes ne lui ont pas permis jusqu'à présent de toucher un large public. Tout cela suggère que l'œuvre protéiforme de cette personnalité se caractérise visiblement par son avant-gardisme. Il n'a pas laissé de surprendre, d'exploiter différents terrains, de dépasser de loin les limites habituelles.
Jean Batins a raison de dire que Ricardou n'avait pas peur de faire ce qu'il disait, alors que beaucoup se contentent de dire ce qu'ils font. Ou pour reprendre les mots de Marc Avelot, il n'a jamais cédé sur son désir. Il était un aventurier de l'écriture, d'une rigueur impressionnante et d'une précision hors du commun. Il a visé à nous sensibiliser au langage, aux formes que celui-ci prend, au réseau de sens qu'il est capable de construire, et surtout aux mécanismes mobilisés dans la production des textes. Il a voulu apprendre à lire et à écrire, mieux, à réfléchir sur ce que c'est qu'écrire. Cet ouvrage est le fruit de nombreuses correspondances avec Jean Ricardou, qui se sont déroulées entre septembre 2013 et juin 2016. Son décès brusque, qui a eu lieu moins d'un mois après notre dernier échange, a malheureusement laissé le projet initial inabouti. Les entretiens réalisés sont présentés en 2 volets. Le premier commence par 3 chapitres qui portent sur différents aspects du nouveau roman, notamment sa constitution, les enjeux théoriques et pratiques liés à ce mouvement, ainsi que le contexte social de son apparition et de son évolution. Dans ce cadre, Ricardou rapporte maints détails historiques et circonstanciels inédits. Le 4e chapitre s'intéresse à l'œuvre de fiction de l'écrivain, aussi bien à ses romans qu'à ses recueils de nouvelles. Le chapitre suivant revient sur l'ambiance au sein de la revue telle quelle, et précise le rôle de Jean Ricardou dans l'équipe. Ensuite, seront exposés les points de vue de Ricardou au sujet de la critique littéraire en général et de la nouvelle critique en particulier. Vient enfin clore ce volet un chapitre à peine entamé sur la textique, la part de son œuvre qui lui était si chère et dont il parlait avec enthousiasme, sa principale préoccupation intellectuelle depuis de nombreuses années. Cet aspect inachevé est pourtant en partie complété par le 2e volet de l'ouvrage, qui développe plusieurs questions de textique. Les 3 essais qui composent ce volet sont en réalité 3 réponses détaillées de Jean Ricardou à une triple interrogation qui lui avait été adressée tout au début de ce projet, sur son parcours personnel et intellectuel, sur la fonction de la littérature, de même que sur la notion de littérarité. Les réponses étant devenues trop longues, et ainsi susceptibles de briser la cohérence de l'ensemble, il avait été convenu de revenir là-dessus à la fin du projet pour trouver une solution de sorte qu'elle puisse être intégrée au sein des entretiens à proprement parler, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'en discuter avant sa disparition. C'est pourquoi ces 3 réponses sont ici présentées sous la forme de 3 textes indépendants qui évoquent certains concepts clés de la textique, comme la destitution représentative, accompagnés d'exemples significatifs comme le sonnet en YX, tout en éclairant les positions du concepteur et du promoteur de la textique sur les notions générales liées aux lettres, telles que l'autobiographie ou l'auteur. Que Jean Ricardou soit vivement remercié de tout le temps qu'il a consacré à ce projet, et qu'il soit en paix. Amir Biglareux, juillet 2017. Première partie, du nouveau roman à la textique. 1. La constitution et l'esprit, du nouveau roman. Comment le nouveau roman s'est-il constitué ? Dans sa phase ascendante, le nouveau roman semble s'être constitué en quelque sorte 2 fois, une fois de l'extérieur, une fois de l'intérieur. Il s'est d'abord constitué de l'extérieur dans les années 1950 et 1960 par les offices d'une critique surtout journalistique, et cela, non seulement pour des raisons de conjoncture car d'une façon spéciale, l'époque semblait attendre une certaine nouveauté. Ainsi toute une presse parlait comme indépendamment d'une certaine nouvelle gauche, mais encore pour des raisons de structure car des apostrophes. Une façon générale, les journaux aiment bien, dans la mesure où il paraît lors y avoir événement, ce qu'elles présentent comme des tendances inédites. Ainsi, plus tard, avec ce qui fut appelé dans un domaine proche, la nouvelle fable, et dans de tout autre, les nouveaux philosophes, voire la nouvelle cuisine. Permettez-moi donc de ne pas trop m'étendre sur cette période, car si un jour, tel journaliste, probablement celui qui était le feuilletoniste du journal Le Monde, Émile Henriot, a dû songer au terme de nouveau roman, cela pourrait bien ne ressortir en somme qu'à une anecdote extrinsèque. Ce qui compte plutôt, c'est qu'il s'agit d'une formule suffisamment opportune en son caractère évasif pour avoir été retenue, ensuite, notamment par certains qui se sont sentis impliqués, dont Alain Robbe-Grillet avec son livre pour un nouveau roman, édition de Minuit, 1963, puis, moi-même avec le volume Problème du nouveau roman, édition du Seuil, 1967. Il s'est ensuite constitué de l'intérieur avec le colloque Nouveau roman.
Hier aujourd'hui de 1971 à Cerisy. En effet, ce que cette réunion de 10 jours a permis, c'est qu'un certain nombre de romanciers, Michel Butor, Claude Ollier, Robert Pinget, Jean Ricardou, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon, et cela, ou bien selon une implication minimale avec l'envoi seulement des apostrophes, un écrit Butor, ou bien selon une implication limitée avec une venue pour seulement quelques jours, Pinget, Sarraute, ou bien selon une implication maximale avec une présence constante pendant ces journées, Ollier, Ricardou, Robbe-Grillet, Simon, acceptent de se réunir à l'enseigne du nouveau roman. Or, comme aucun d'entre eux n'a exigé la venue de quelque autre, ni regretté telle présence effective, il semble permis d'admettre que, avec ce colloque, la constitution du nouveau roman comme ensemble a été, selon une manière de cooptation implicite, arrachée à la critique, qui procédait jusque-là un peu trop à sa guise par certains romanciers eux-mêmes, lesquels, débattant entre eux parfois avec vivacité, ont néanmoins repris à leur compte la formule de nouveau roman. À cela, il faut ajouter que, en tant qu'organisateur et directeur de cette rencontre, pour ainsi dire historique, dans le domaine dit littéraire, et qui du reste a fait l'objet d'abord d'une publication en livre de poche, édition dit 18e 1972, puis naguère d'une réédition chez un éditeur renommé, édition Hermann 2011, j'avais stratégiquement d'autres idées en tête. Arrêtons-nous un instant sur ce colloque en effet historique. Comme vous l'avez écrit dans votre livre Le Nouveau Roman, Samuel Beckett et Marguerite Duras ont décliné l'invitation. Pour quelle raison ? Je crois me souvenir que, à cette époque, Samuel Beckett était déjà assez âgé, et de plus qu'il se trouvait diminué quant à sa vue, circonstance qui lui fournissait d'excellents motifs pour sans blesser personne, éviter de concourir à un colloque risquant d'amoindrir la particularité qu'il estimait probablement être la sienne, et que Marguerite Duras quant à elle ne faisait pas mystère d'une singularité qui la poussait, et pour le dire ainsi, à ne pas trop se commettre. Pourquoi n'avez-vous pas invité d'autres écrivains déjà connus, qui produisaient des textes novateurs à l'époque ? Je pense par exemple à Maurice Blanchot, à Raymond Queneau, à Georges Perec, à Philippe Solers, à Jean-Marie Gustave Leclésio, ou bien à Jean Lagrolet, à Kateb Yassine et à Jean Quérol qui étaient présents sur la première liste des nouveaux romanciers établie par la revue Esprit en 1958. Le nom de Jean Quérol réapparaît également sur la liste proposée par Françoise Baquet dans son ouvrage intitulé Le Nouveau Roman, publié en 1972. Ainsi que je l'ai rappelé dans la préface au 5e tirage de mon livre Le Nouveau Roman, il s'agissait à mon avis, d'établir en rigueur si possible, loin de tout quelconque avis personnel, insignifiant en l'occurrence, un ensemble, opératoirement clos, d'écrivains accent aigu péinglables sous l'enseigne Nouveau Roman. Mais pour le coup, je me trouvais aux prises avec deux problèmes. L'un était celui de la définition circulaire. En effet, sitôt que le nouveau roman ne s'était fait connaître, ni un peu comme le surréalisme avec André Breton, par la présence d'un chef avéré, ni par quelque collectif assuré d'une manière ou quelque autre, ni par une revue spéciale qui l'aurait impliqué, ni par certains manifestes explicites, il était alléchant selon un aimable cercle, et comme je l'ai non moins observé, d'en établir la composition à partir des idées sur le nouveau roman. L'autre problème était celui de l'extension indéfinie. En effet, sitôt qu'était entrevue une liste de romanciers ayant apporté avec leurs écrits une certaine part de nouveau, il devenait impossible, la nouveauté se trouvant lors multiple, de ne pas songer à divers autres encore, de telle sorte que de proche en proche, ce qui en serait venu à se proposer, c'est, comme en témoigne l'incomplète immense liste que j'ai fournie, un accroissement sans limite. Il n'en reste pas moins que si le principe d'un groupe réduit par une manière de cooptation implicite permettait de contourner ces deux problèmes, une difficulté néanmoins persiste, celle de la liste déjà réduite à partir de laquelle était advenue cette implicite cooptation. Il n'est donc pas sans pertinence d'accorder une attention, au moins indirectement ainsi que vous le faites, à cet inventaire des 9 écrivains Samuel Beckett, Michel Butor, Marguerite Duras, Claude Ollier, Robert Pinget, Jean Ricardou, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon, à partir duquel s'est faite l'implicite cooptation de Cerisy. Sous cet angle, il semble possible de noter que tous ces romanciers, y compris Samuel Beckett notamment avec Maulois 1960 et Marguerite Duras, quant à elle avec Moderato Cantabile 1958, avaient publié au moins un livre aux éditions de Minuit. Alors,
L'un des facteurs qui a contribué à la constitution de la liste de Cerisy, c'était les éditions de Minuit. Pourriez-vous commenter quelle a été précisément l'importance de cette maison d'édition ? En effet, il faut admettre que les éditions de Minuit n'ont pas joué un rôle négligeable dans cette affaire. Et je crois me souvenir que dans la période initiale, un critique n'avait pas hésité à mentionner, même si abusivement, une certaine école de Minuit. Peut-être est-il donc opportun à cet égard, d'apporter 2 indications. La première, c'est que cette maison d'édition, dont le directeur était à l'époque le nommé Jérôme Lindon, présentait, comment dire, un certain dynamisme subversif, et cela aussi bien sous l'angle politique que sous l'angle ordinairement qualifié de littéraire. Sous l'angle politique, dans la mesure où, suivant une manière de tradition, cette officine était advenue, je crois, ce que du reste son nom symbolise dans la clandestinité sous l'occupation. Cette maison éditoriale poursuivait un combat contre ce que plusieurs à cette époque nommaient la guerre d'Algérie, jusqu'à publier révélant certaines tortures qu'avaient commises des militaires français et immédiatement objet de censure, le livre d'Henri Allègre La Question. Sous l'angle littéraire, dans la mesure où à l'initiative d'Alain Robbe-Grillet, romancier qui était devenu conseiller littéraire, cette maison éditoriale avait publié des romans qui, pour le dire au trop bref, sortaient du courant, et entre autres, de Claude Simon, avec Le Vent puis La Route des Flandres, et de moi-même, avec l'Observatoire de Cannes puis La Prise de Constantinople. La deuxième indication, c'est que dans la mesure où, comme à l'instant, une rigueur semble de mise, cette période ne saurait être évoquée sans que justice soit rendue au nommé Georges Lambriers, précédent conseiller littéraire aux éditions de Minuit, et qui allait diriger ensuite, du reste, la collection Le Chemin aux éditions Gallimard, laquelle devait accueillir ultérieurement ce qui pourrait bien être significatif, mon recueil d'écrits brefs intitulé Révolution minuscule. En effet, à ce que je crois savoir, c'est lui qui notamment soutint la publication de Les Gommes, le premier roman d'Alain Robbe-Grillet. De telle sorte que, s'agissant de la venue du nouveau roman, le rôle des éditions de Minuit et surtout de son directeur a été, me semble-t-il, tout à la fois indiscutable et moindre que certains paraissent en être venus à le croire. Plusieurs points méritent encore d'être précisés. Vous avez dit qu'en tant qu'organisateur et directeur de la rencontre de Cerisy, vous aviez stratégiquement d'autres idées en tête. Lesquelles ? Il y en avait au moins 2. La première, c'était d'arracher le nouveau roman à la critique traditionnelle, souvent journalistique comme je l'ai rappelé, non seulement quant à sa composition, qu'elle déterminait de façon variable et donc très abusivement à sa complète guise, mais encore quant à sa hiérarchie, qu'elle façonnait souvent jusqu'à mettre en cause la vigueur du collectif. En effet, semblant tirer parti de ce que certains des écrivains plus ou moins en cause avaient seulement fourni, soit des études à tendance académique, Michel Butor avec ce qui, en plusieurs volumes, allait devenir répertoire aux éditions de Minuit, soit des études assez restreintes, Nathalie Sarraute avec Dans l'ère du soupçon aux éditions Gallimard, une mise en cause de l'ordinaire conception du personnage, soit des remarques plutôt éparses, celles de Claude Simon, se plaisant quant à lui, en général au fil des apostrophes. Entretien, a beaucoup cité de précédents penseurs, et de ce que l'un d'entre eux, en revanche, Alain Robbe-Grillet, avec pour un nouveau roman édition de Minuit, avait adopté, du reste de façon légèrement nébuleuse, comme l'atteste l'usage de l'article indéfini 1, la formule nouveau roman. Il n'était pas rare que cette critique, réduisant le phénomène collectif aux opinions légèrement dogmatiques d'un seul, bombarde ce dernier pape du nouveau roman. Sous cet angle, la venue dans ce colloque de mes offices à visée moins personnelle que théorique devait donc permettre non seulement ce qui évinçait la notion d'un pape, de rendre plurielle la réflexion, mais encore ce qui rétrogradait les hâtives opinions d'un seul, de lui fournir une assise conceptuelle plus ferme. La seconde idée, c'était d'arracher le nouveau roman, comment dire, à un certain particularisme centré sur soi, cher déjà, nous y reviendrons peut-être, à la plupart des nouveaux romanciers eux-mêmes. C'est que si adeptes fussent-ils incontestablement, d'une certaine nouveauté, ils restaient tous, à mon avis, et d'autant plus que la formation de leurs pensées avait eu lieu surtout dans elles entre-deux-guerres, plus ou moins victimes de certaines idées qui, les rendant myopes, en quelque manière, les empêchaient quelque peu d'apercevoir ce qui, du moins selon mes vues, était en train d'advenir avec le nouveau roman pris comme une cohérence d'ensemble. Votre admirable tentative, à l'occasion du colloque de Cerisy pour former un ensemble clos,
Autrement dit, pour passer de la phase molle à la phase ferme, comme vous l'avez mentionné plus tard, ne va-t-elle pas tout de même à l'encontre de l'esprit du nouveau roman si l'on accepte les points de vue de Robbe-Grillet et de Sarraute par exemple? Le premier note: si j'emploie volontiers dans bien des pages le terme de nouveau roman, ce n'est pas pour désigner une école, ni même un groupe défini et constitué d'écrivains qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.